Arnaud Parianti, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales et vous publiez aux éditions La Découverte School Business, comment l'argent dynamite le système éducatif. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet? Lorsque je suis arrivé dans mon établissement actuel, qui est l'un des lycées les plus privilégiés de France du point de vue de la composition socio-professionnelle de sa population, j'ai très rapidement, au bout de quelques mois, été stupéfait de découvrir des pratiques que je n'avais jamais vues au cours de ma carrière précédemment, et qui impliquaient énormément d'investissements financiers en ce qui concerne le coaching, les cours supplémentaires, les destinations des élèves. Moi, je n'avais jamais vu que 7, 8, 10 élèves dans une classe, par exemple, puissent partir à l'étranger après leur baccalauréat dans des universités généralement anglo-saxonnes et généralement extraordinairement chères, par exemple. Donc toute une série de phénomènes qui m'étaient complètement étrangers jusque-là et sur lesquels j'ai commencé à m'interroger. Et comment expliquez-vous que l'école, au sens large, soit autant gangrénée par l'argent? Je crois qu'il y a une double dynamique. Du côté de l'offre, il y a eu donc la massification scolaire. Tout le monde va jusqu'au bout du collège et de plus en plus, tout le monde va jusqu'au bout du lycée, même si c'est parfois et même assez souvent un lycée professionnel. De ce fait, il y a une accentuation de la concurrence entre les élèves qui est considérable. Tout le monde en a bien conscience, et en particulier les familles qui sont hyper stressées quant au devenir de leurs enfants et qui souhaitent mettre tous les atouts de leur côté, surtout dans un contexte de chômage massif. D'un autre côté, il y a un problème en ce qui concerne l'efficacité du système scolaire de l'école publique, qui a de plus en plus de mal, budgétairement parlant, à remplir sa mission. Et si vous ajoutez les deux phénomènes, il est facile de comprendre que le recours au privé se généralise. Mais du coup, est-il possible de réussir quand on n'en a pas les moyens? Et est-ce que la méritocratie occupe-t-elle encore une place? Oui, bien sûr, la méritocratie occupe encore une place, mais cette place est relativement limitée. C'est-à-dire que nous avons toujours des institutions très fortes qui existent depuis très très longtemps, les classes prépa, quelques grandes écoles. Les plus prestigieuses de nos grandes écoles, non seulement sont gratuites, mais souvent payent les élèves. De telle façon que ceux-ci n'ont pas de contraintes financières et peuvent faire des études longues. En même temps, il ne faut pas se cacher le fait que cette élite, elle est extraordinairement restreinte. Il s'agit de quelques milliers d'élèves tout au plus sur 800 000 environ chaque année. Donc oui, il existe toujours un élitisme républicain, mais il est confiné à une minuscule élite. Et les écoles payantes montent de plus en plus en réputation, etc., qu'il s'agisse des prépas ou des écoles de commerce par exemple. Mais pourtant, les écoles payantes et les cours particuliers ne datent pas d'hier. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Effectivement, ça ne date pas d'hier, mais on a complètement changé de dimension. Et la première chose, c'est qu'on a vu des groupes financiers de plus en plus importants s'intéresser à la question. Je crois qu'il y a à la fois un phénomène de mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, notamment anglo-saxons, qui ont déjà une grande expérience dans ce domaine, qui pèsent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, et qui ont décidé que la France était un terrain sur lequel il était possible de se développer. Et c'est comme ça qu'on a vu des groupes financiers racheter 5, 10, 20 institutions d'enseignement supérieur, par exemple, avoir des écoles de design, de mode, d'informatique, d'ingénierie, de commerce, etc. Et puis un deuxième phénomène qui concerne plus proprement les petits cours et le soutien scolaire, c'est l'avantage fiscal qui a été créé et qui a été ensuite développé concernant les services à domicile. Et en fait, les petits cours peuvent assez largement bénéficier de ce mécanisme très incitatif, puisque finalement, pour les familles, il aboutit à diviser par deux le coût des cours de soutien. Donc, on a eu tout ça. Et qu'est-ce qui pousse du coup les fonds d'investissement à investir dans des écoles privées? Ah bah forcément, l'idée c'est qu'ils en attendent une assez bonne rentabilité. Je crois qu'au départ, ces fonds
partent de l'idée que finalement ils seront beaucoup plus efficaces que l'éducation nationale pour fournir des services d'enseignement. Ils ont cette idée qu'on a affaire à un mammouth, à un dinosaure, à une énorme institution très mal gérée, etc. Ce qui n'est probablement pas complètement vrai, parce que l'éducation nationale, c'est aussi une institution qui est gérée avec de très très faibles coûts de fonctionnement. Enfin, quand on voit que ce qu'on appelle la centrale, c'est-à-dire ce qui gère l'ensemble du ministère, c'est 6000 personnes, c'est ridiculement faible compte tenu de la masse de l'ensemble. Donc il y a l'idée qu'on va gérer mieux. Ensuite, je pense qu'il y a la composante bâtiment. Hein, c'est-à-dire que monter une école privée, c'est d'abord acheter, louer parfois, mais assez rapidement acheter des bâtiments. On peut faire des plus-values importantes là-dessus. Cet investissement immobilier est une composante assez importante de la rentabilité, je pense, de ces institutions. Et puis les prix montent. Alors, cela dit, je ne suis pas sûr qu'il y ait une marge si énorme que ça pour continuer à avoir un développement du privé, parce que quand on regarde, par exemple, les écoles de commerce prestigieuses, elles demandent des frais de scolarité qui sont aujourd'hui hors de portée de la grande majorité des gens, c'est-à-dire autour de 15 000 € par an. Et même avec ça, si elles n'avaient pas le soutien des chambres de commerce et d'un certain nombre de sponsors, elles ne réussiraient pas à atteindre l'équilibre financier. Donc la situation a amené à ce que ces écoles prospèrent pendant un temps. Je ne suis pas du tout certain que ça va durer toujours. Et pourtant, elle rencontre beaucoup de succès parce que vous expliquez que ces écoles n'attirent pas uniquement donc, des élèves médiocres, mais aussi ceux qui auraient la capacité d'intégrer une classe préparatoire après le bac. Et donc, comment vous expliquez ce choix ? Attendez, quand vous dites ces écoles, soyons bien précis, donc vous faites allusion aux écoles post-bac, celles qui recrutent juste après le bac, qui sont des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce principalement. Ces écoles ne sont généralement pas parmi les meilleures. Ce sont des écoles qui peuvent être... Enfin, certaines sont bonnes, beaucoup sont simplement moyennes ou très moyennes. Et effectivement, malgré cela, de bons élèves sont attirés par ces écoles pour une raison assez simple, c'est que ça leur évite le détour par 2 années de classe prépa, qui sont des années d'abord no life. Hein, c'est l'idée, en particulier en maths sup, maths spé, ou enfin bon, qu'on abandonne toute vie personnelle pendant 2 ans et on se consacre exclusivement à son travail scolaire, et tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Et puis la deuxième chose, c'est que malgré tout, le concours est aléatoire. On va ensuite, au bout de ces 2 ans, tout jouer sur quelques semaines. Il suffit qu'on ait une pneumonie à ce moment-là, etc. Et tout est remis en cause, il va falloir repasser une année. Donc il y a à la fois l'aléa du concours, et le fait d'avoir 2 années de dur travail devant soi. Alors, en même temps, il y a beaucoup de gens qui considèrent que leurs années de prépa ont été des années merveilleuses. Hein. Mais il y a beaucoup d'élèves qui se disent, si je peux faire l'économie de cet effort-là, pourquoi pas? Et après tout, en se débrouillant bien, en choisissant une école parmi les meilleures, et surtout ensuite en ayant des stratégies intelligentes, il est certain que certains étudiants vont réussir à avoir une bonne carrière par la suite. Oui, vous expliquez d'ailleurs que le réseau est très important Tout à fait, bien sûr. Bien sûr, le rôle du réseau est absolument considérable, le réseau des anciens élèves, le réseau des enseignants, qui s'additionnent, il faut bien le dire, avec les étudiants les plus favorisés, qui sont la très grande majorité des étudiants, avec le réseau personnel et familial. Et vous parlez également d'autres formations, parce que vous montrez bien qu'il existe des formations privées pour tous les secteurs, même ceux qui requièrent peu de qualifications, c'est le cas des aides-soignants. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Oui, en gros, il y a 2 domaines dans lesquels l'offre de formation privée se développe de manière considérable. Il y a les formations que les jeunes adorent, Internet, la mode et le design, etc. Les pilotes de ligne, par exemple, les vétérinaires. Et puis, il y a, de manière plus large, tous les domaines qui donnent un accès presque assuré à l'emploi. Et alors, le cas des aides-soignantes est absolument typique. C'est une formation, enfin, c'est un métier qui réunit des caractéristiques contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un métier dur, pas très bien rémunéré, mais d'un autre côté, c'est un métier auquel on peut accéder sans avoir le bac, et avec une très très grande sécurité d'emploi, puisque le taux de chômage dans le secteur de la santé est quasiment nul, et qu'en plus on a de bonnes chances d'être intégré dans la fonction publique hospitalière.
En suivant une formation onéreuse quand même. Alors effectivement, compte tenu de... Si on rapporte les espérances de salaire d'une aide-soignante avec le coût de la formation, c'est vrai que les 2000, 2500 euros qu'on vous réclame pour préparer, ce qui est quand même un concours de niveau inférieur au bac, ça paraît beaucoup d'argent, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on peut... Alors, c'est encore pire, bien sûr. Enfin, imaginez par exemple qu'en kinésithérapie, on est à Paris maintenant aux alentours de 12 000 euros par an. 12 000 euros pour une formation de kiné. Parce que là encore, il s'agit d'un métier d'exercice libéral avec une grande sécurité d'emploi. On est sûr de trouver du boulot. Voilà.